Madame, Monsieur, bonsoir. Au menu de questions d'actu ce soir, les défis énergétiques au Maroc à l'ère des changements profonds de la cartographie mondiale des ressources d'énergie. Le gaz et le pétrole sont aujourd'hui le nerf de la guerre. Invasion russe de l'Ukraine oblige. Alors, poussé par cette dernière, le cours du brut a frôlé en mars dernier un record absolu du jamais vu depuis 2008, 147,50 $. La suite, vous la connaissez, des hausses conséquentes sur les prix de la pompe, à la pompe plutôt, les factures de gaz et sur les marchandises transportées. Autant dire, bref, sur tout ou presque. Et puis il y a les considérations liées à l'importation des hydrocarbures russes, pays européens qui se retrouvent face au dilemme arrêter de consommer ou d'en consommer au risque tout simplement de créer une réelle catastrophe, notamment pour l'Allemagne. Mais tout porte à croire que dans l'avenir, ce sera tout sauf le gaz russe, en tout cas selon les promesses des dirigeants européens. Du coup, quelle incidence sur le cours de la transition, le cours bien sûr sur le cheminement de cette transition énergétique mondiale, si on sait que les alternatives sont celles du gaz de schiste ou encore du charbon. Pas de transition sans efficacité et là aussi en Europe comme au Maroc, il faudra consommer moins ou du moins plus intelligemment. Consommer intelligemment et produire à bon prix. À ce propos, la tutelle œuvre pour la création de, je cite, le Conseil de la sécurité énergétique, avec pour mission d'assurer le suivi de la situation du secteur énergétique national et bien sûr de prendre en fonction les mesures qui s'imposent face aux crises. Cependant, l'heure aujourd'hui est de gérer la crise actuelle et la crise inédite que nous sommes en train de vivre. C'est donc notre sujet ce soir et j'aurai le plaisir de le discuter en compagnie d'experts. Tout d'abord, Nabil Adel qui est avec moi sur le plateau. Bonsoir Nabil Adel. Bonsoir. Je vais rappeler à nos téléspectateurs que vous êtes enseignant-chercheur à l'ESCA, École de Management, l'ESCA, École de Management à Casablanca. Merci d'être avec nous. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir depuis Paris par Skype professeur Francis Perrin, chercheur associé au Policy Center for the New South et directeur de recherche à l'IRIS. Bonsoir professeur Perrin, merci de vous joindre à nous depuis Paris. Merci beaucoup et bonsoir. Également par Skype, mais cette fois depuis Marrakech, un autre expert en énergie, en la personne de professeur Amin Bennouna, professeur à l'université Qadi Iyad et directeur du projet Monographie de l'énergie au Maroc. Bonsoir professeur Bennouna. Merci à vous également de vous joindre à nous depuis Marrakech. Bonjour. On va tout d'abord commencer peut-être, messieurs, par la situation à l'international et notamment sur les cours du brut. Alors, bien sûr, après cette hausse que j'ai évoquée dans mon introduction de 147 $, les cours du brut sont redescendus un peu vers aujourd'hui, les 110, 111 $. Est-ce qu'on est amené à vivre un baril au-delà de la barre psychologique des 100 $ dans le moyen terme, voire le long terme, si on évoque des scénarios les plus pessimistes. Professeur Adel. Tout dépend, tout d'abord, merci pour l'invitation. Tout dépend des différents scénarios sur lesquels s'acheminent les pays européens vis-à-vis du gaz russe. Alors aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que globalement, la Russie exporte quelque chose comme $1 milliard de produits pétroliers par jour. Donc, nous sommes aux alentours de pétrole et gaz. En pétrole et gaz. Donc nous sommes aux alentours de 240 milliards de dollars par an. Et si on venait à sortir la Russie de l'équation, il manquerait quelque chose comme 5 millions de barils par jour. Or, les 5 millions de barils par jour, on est parti au Venezuela, c'est bon, mais ça prendra quelques temps. L'Iran, c'est bon, ça prendra quelques temps. L'Iran, il y a toujours l'embargo. Voilà. Oui. Maintenant, les seuls pays qui peuvent offrir de réelles perspectives dans ce sens sont les pays de l'OPEC, notamment l'Arabie Saoudite et les pays du Golfe. Or, l'Arabie Saoudite et les pays du Golfe ne veulent plus s'aligner sur la politique américaine partout dans le monde, aux dépens de leurs intérêts. Donc c'est là où il y a le tiraillement. Mais ces pays-là peuvent rapidement alimenter les marchés mondiaux en quantité qui viendrait à manquer si le gaz russe, sans s'arrêter de s'approvisionner près de la Russie. Mais il y a toujours des tensions géopolitiques du fait que les pays arabes du Golfe reprochent aux États-Unis son double jeu, avec l'Iran notamment. Donc nous avons toujours joué la carte du partenariat américain, mais quand les États-Unis devaient nous renvoyer l'ascenseur, ça n'a pas toujours été le cas. Très bien. Donc là, ils sont partis négocier avec les Iraniens dans le dos des pays arabes du Golfe. Donc tant que, effectivement, la production internationale, la production mondiale reste sur le niveau actuel, eh bien le baril ne risque pas de baisser, enfin le cours du baril ne risque pas de baisser. Juste un point qui est important pour les téléspectateurs, pour qu'on comprenne. L'approvisionnement ne s'est pas interrompu. Non. Voilà, donc la production n'a pas été augmentée non plus.
Justement. Vous avez évoqué l'OPEP. Mais là, nous sommes sur des projections. Les marchés sont tendus parce que le marché n'aime pas les surprises. Qu'elles soient mauvaises ou bonnes, il faut communiquer l'information. Quand l'effet vient par surprise, les marchés deviennent très nerveux et très volatiles. Donc ce que nous avons constaté, c'est la psychologie de marché. Mais quand on voit, spéculation aussi. oui, mais quand on voit au niveau réel, il n'y a pas eu d'arrêt d'approvisionnement pour justifier autant d'augmentation. Absolument. Il n'y a pas eu d'augmentation. Il n'y a pas eu plus de demandes que d'offres. Voilà, exactement. Très bien. Alors, la même question au professeur Perrin. Justement, est-ce que le baril va se maintenir au-dessus de cette barre symbolique des $100 à moyen terme? C'est assez probable, mais il y a un grand point d'interrogation que nous connaissons tous, c'est la guerre en Ukraine. Parce que, comme vous l'avez rappelé, la forte hausse des prix du pétrole dans la période récente, c'est-à-dire les dernières semaines, est très nettement liée à la guerre en Ukraine et à ses conséquences énergétiques et géopolitiques. Il faut rappeler d'ailleurs que les prix du pétrole n'ont pas commencé à augmenter le 24 février 2022. Oui. Ils sont en forte hausse depuis avril 2020. Mais pour d'autres raisons, évidemment, que la guerre en Ukraine, qui n'existait pas à ce moment-là. Mais dans les dernières semaines, c'est bien sûr la guerre en Ukraine et ses conséquences, y compris les sanctions contre la Russie, y compris la volonté de l'Union européenne de se passer à moyen terme du pétrole et du gaz russe, qui ont évidemment, ces événements de nature géopolitique, ont un impact haussier sur les prix du pétrole. Et par définition, la géopolitique, il n'y a pas de boule de cristal pour prévoir son évolution, et une guerre encore moins. Donc il faut être très prudent, mais si on fait l'hypothèse, scénario pessimiste, mais peut-être réaliste, que la guerre en Ukraine va durer, alors évidemment on peut avoir des tensions haussières sur les prix du pétrole qui vont durer. La Russie, c'est évidemment un poids lourd sur le marché pétrolier mondial. Si l'on prend les exportations russes de pétrole brut et de produits raffinés, on est sur un volume d'environ 7,8 millions de barils par jour. La Russie est le premier exportateur mondial en matière de pétrole plus produits raffinés. Si l'on prend que le pétrole brut, c'est l'Arabie Saoudite qui est numéro 1. Mais si l'on prend l'ensemble des exportations pétrolières, pétrole brut et produits pétroliers, c'est la Russie qui est numéro 1. Donc nous parlons évidemment d'un gros morceau et c'est directement lié à la guerre en Ukraine. Alors OPEP, OPEP+, vous l'avez évoqué, OPEP 13 pays, OPEP+, 23 pays exportateurs de pétrole, dont la Russie d'ailleurs pour l'OPEP+. L'OPEP+, depuis l'été dernier, annonce qu'elle augmente sa production de 400 000 barils par jour chaque mois. Et il continue à le faire depuis le début de la guerre en Ukraine, alors que de nombreux pays qui sont de grands consommateurs de pétrole, États-Unis, Union européenne, mais aussi Inde, Chine, aimeraient bien que ces pays fassent plus. Et pour des raisons notamment géopolitiques qui ont été abordées par l'intervenant précédent, notamment mécontentement vis-à-vis de l'administration Biden, ceux qui pourraient produire plus et exporter plus, notamment Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, pour l'instant montrent leur mauvaise humeur en ne faisant pas plus que ce qu'ils font actuellement. Il ne faut pas oublier non plus dans l'équation les États-Unis, premier producteur mondial de pétrole, avec du pétrole non conventionnel, qu'on appelle souvent en français pétrole de schiste. La production pétrolière américaine va augmenter en 2022 et en 2023 parce que les prix du pétrole sont très élevés, ce qui rend évidemment rentable l'exploitation de pétrole. Mais du coup, ça rejoint ce que disait professeur Adel. Professeur Perrin, je me permets de vous interrompre, ça rejoint ce que disait professeur Adel. Finalement, il n'y a pas plus de demandes que d'offres, mais pourtant les prix restent élevés, alors que effectivement la tendance de production reste sur un trend plutôt haussier. Pourquoi alors maintenir est-ce que pour certains observateurs, on rattrape un peu les pertes qui ont été enregistrées pendant l'année Covid, notamment avec l'arrêt des activités. Raison. Au moment où nous parlons, il n'y a pas de pénurie de pétrole sur le marché mondial. C'est ça. Mais, comme cela vient d'être rappelé, sur des marchés, comme le marché pétrolier, les opérateurs, qu'on appelle les traders, ne regardent pas seulement la situation actuelle. Ils anticipent constamment ce qui pourrait se passer demain. Et quand on anticipe, on peut anticiper à raison ou à tort, mais on anticipe. Et ces traders, ces acteurs du marché pétrolier, ce
soit à Londres, à New York, à Singapour, etc., estiment que, vu la guerre en Ukraine, il est très possible qu'il y ait une pénurie pétrolière demain qui n'existe pas aujourd'hui. Et donc, évidemment, cela contribue à pousser les prix à la hausse. Mais effectivement, au moment où nous parlons, il n'y a pas de déséquilibre physique entre l'offre et la demande mondiale de pétrole, mais on ne peut pas dire que ça n'arrivera pas demain, ce qui alimente bien sûr la flambée des prix. Et un mot peut-être sur l'Iran, qui a été évoqué également, parce que c'est un élément important d'équation pétrolière. L'Iran, cela dépend bien sûr d'un accord sur le programme nucléaire de ce pays, et principalement d'un accord Iran-États-Unis dans les négociations de Vienne en Autriche. Si un accord était signé, et ma phrase commence par un si un accord était signé demain, l'Iran serait en mesure, dans les mois qui viennent, donc en 2022, de produire et d'exporter plus de pétrole. Parce que l'Iran a les infrastructures en place, l'Iran a les capacités de production. Ce qui l'empêche de produire et d'exporter plus, ce sont les sanctions américaines. Si celles-ci étaient levées demain, mais ce n'est pas encore le cas, l'Iran pourrait être une partie de la solution, une partie pas la solution, dès l'année 2022. Le Venezuela, là par contre, ça prendra plus de temps. Parce que c'est pour une question d'infrastructure. Justement, en parlant d'infrastructure, Amine Bennouna, on parle aujourd'hui d'importation ou de diversification de ressources d'énergie. En l'occurrence, il s'agit là de gaz de schiste. Il y a cette grande question d'infrastructure. Est-ce qu'aujourd'hui, au Maroc, par exemple, on est outillé pour importer du gaz de schiste liquéfié et le transformer pour pouvoir l'utiliser en forme gazière, pas liquide? Bien, merci pour l'invitation. Alors, le gaz de schiste, qu'il soit gaz de schiste ou pas, ça reste du gaz naturel qui est essentiellement composé de méthane. Donc, ce n'est pas l'origine qui compte, c'est bien la composition, on va dire, non pas chimique, mais industrielle, de ce gaz naturel industriel qui est composé à plus de 85% de méthane. Et donc, que ce soit du gaz de schiste ou d'autre chose, il n'y a pas 36 façons de le distribuer. Il y a bien sûr les gazoducs qui nous venaient avec du gaz qui nous venait d'Algérie et qui ne nous vient plus. Et ce gazoduc va être utilisé en sens inverse et alimenté par du gaz naturel liquéfié, qui peut être d'origine gaz de schiste ou pas, et qui va donc, et il va y avoir du gaz qui va être injecté à l'intérieur de ce gazoduc pour alimenter nos deux, dans l'immédiat, le plus urgent, c'est nos deux centrales de Tahadart et de Ain Dimtar, voilà, qui représentent une douzaine de pourcents de la production d'électricité du Maroc. Oui. Et de baisser d'un côté le coût de l'électricité produite à base de pétrole aujourd'hui, et de baisser en même temps les émissions de gaz à effet de serre induites parce que les émissions d'électricité produites par le gaz naturel sont plus faibles que celles des autres combustibles. Très bien. Puisqu'on parle, avant de parler souveraineté énergétique, Nabil Adel, restons sur cette question de l'OPEP, de toutes ces pressions aujourd'hui qui sont imposées par elles-mêmes compte tenu du contexte géopolitique. Il y a bien sûr l'envolée, la flambée des cours, il y a aussi l'envolée des bénéfices des pétroliers. Ils se remplissent les poches finalement, ces pétroliers. C'est pas que les malheurs des uns fait le bonheur des autres. Mais là, clairement, les groupes pétro-gaziers, de manière générale, doivent avoir un chiffre d'affaires exceptionnel pour l'année 2022. Exactement. Et puis surtout, quand on voit que et ça fait partie de l'ironie de l'histoire, c'est que Joe Biden s'est fait élire sur la base d'un programme où il devait réduire les bénéfices de ces pétroliers. Il a imposé une batterie de mesures restrictives à l'activité de ces groupes qu'il est en train de solliciter maintenant pour augmenter la production. Donc là, ça fait partie des paradoxes de l'histoire. Personne n'a anticipé cette guerre. Et du coup, là, on est en train de revenir sur tout ce qu'on avait considéré comme acquis. Aujourd'hui, l'Allemagne dit qu'elle peut revenir au charbon nucléaire. Les États-Unis, Biden, il faut voir le changement radical. Biden qui est en train de solliciter le pétrole alors que lui était un chantre de la transition énergétique. Mais bon, là, c'est une donne qui chamboule
la géopolitique mondiale. Et nous sommes en train d'assister à un chamboulement, non pas sur le marché énergétique, mais en général. Maintenant, quand on revient d'un point de vue anticipation des niveaux de production futurs, il faut savoir que l'équation Iran est plus un problème qu'une solution. Parce que si jamais demain les États-Unis arrivent à un accord avec les Iraniens sur le nucléaire, ça va être considéré par beaucoup de pays arabes comme un coup de poignard dans le dos. Est-ce qu'on va récupérer de la production iranienne? On risque de le perdre de la production arabe. C'est la raison pour laquelle, quand il a été question de sortir la Russie du Conseil des droits de l'homme, il est intéressant d'analyser le vote arabe. Alors que traditionnellement, il était aligné sur les positions américaines depuis les accords de Quincy en 1945 et le deal entre Roosevelt et le roi Abdelaziz sur protection contre pétrole. Là, pour la première fois, on assiste à une position plutôt froide, voire même distante. Et donc, aujourd'hui, il risque d'y avoir beaucoup plus de tensions au fur et à mesure qu'on arrive à arranger une partie du puzzle, une autre partie qui se désorganise. Et donc, les marchés vont continuer à rester nerveux, ça peut augmenter comme ça peut baisser, mais ce n'est pas ça qui fait la température des marchés. Ce n'est pas le prix, c'est la volatilité, c'est la variation des prix qui fait la tension sur les marchés. Et aujourd'hui, tous les scénarios sont ouverts, surtout si la Russie venait à ouvrir d'autres fronts. Est-ce que c'est possible? Bien sûr. Parce qu'on en a déjà parlé dans cette émission. C'est possible, mais au risque de froisser l'Occident. Oui, mais au point où on est la Russie aujourd'hui, rien n'est à exclure. Non, je parle des autres pays, oui, des autres débouchés en l'occurrence. Oui, mais aujourd'hui, encore une fois, les États-Unis doivent savoir qu'ils ne peuvent pas traiter leurs alliés comme ça. C'est à chaque fois que les États-Unis ont eu besoin des pays arabes pour défendre des positions, que ce soit pendant la guerre d'octobre, pendant l'invasion russe, soviétique d'Afghanistan, pendant la première guerre du Golfe et la deuxième, les pays arabes ont toujours joué la carte du pacte de Quincy. Or, quand ils se sont rendus compte que juste après, les États-Unis sont partis négocier avec ce qu'ils considèrent comme leur grande menace, à savoir l'Iran, ils sont partis négocier avec eux, ils ont considéré ça comme un coup de poignard dans le dos. C'est pour ça que Donald Trump a arrêté, mais Joe Biden a repris. Donc, malheureusement, les États-Unis doivent savoir que des alliés, il faut les respecter, il faut traiter avec eux dans une perspective de long terme. Alors, puisqu'on en parle, justement, professeur Perrin, est-ce que aujourd'hui, si on voyait un peu les débouchés du pétrole et du gaz russe, quels seraient-ils compte tenu d'abord des infrastructures existantes pour transporter, notamment le gaz, dans le cas où, effectivement, l'Europe coupe, j'ai envie de dire le robinet, mais de l'autre côté. Et est-ce que ce serait aussi valable pour d'autres, que finalement cette cartographie que j'évoquais tout à l'heure soit totalement remise à plat et redistribuée? Et si oui, vers où? Depuis le début de la guerre en Ukraine, nous employons souvent, et à juste titre, l'expression redistribution des cartes géopolitiques et énergétiques. Et c'est bien ce qui est en train de se dessiner sous nos yeux, même si nous parlons d'une guerre qui a commencé donc le 24 février, et évidemment, le temps que ces cartes se redistribuent, il faut du temps. Nous sommes donc en train de regarder une histoire nouvelle qui est en train de s'écrire. Nous parlions donc du pétrole tout à l'heure, des solutions à court terme, moyen terme, face aux problèmes liés au pétrole russe. Nous évoquions donc OPEP, OPEP+, avec ce que nous avons discuté. J'évoquais les États-Unis, je parlais de l'Iran, à moyen terme le Venezuela. Il y a un autre élément qu'il faut ajouter dans l'équation, c'est la question des stocks stratégiques pétroliers. Rappelons que, historiquement, ces stocks pour les pays occidentaux sont gérés par une organisation qui s'appelle l'AIE, Agence internationale de l'énergie, qui est basée à Paris. Entre la création de l'AIE, 1974, et l'été 2021, l'AIE a utilisé 3 fois seulement ses stocks stratégiques de pétrole. 1991, 2005, 2011. 3 fois sur plusieurs dizaines d'années.
Depuis l'automne 2021, les stocks stratégiques des pays occidentaux ont déjà été utilisés 3 fois, soit autant que dans plusieurs décennies précédentes. Une fois à l'automne 2021, c'était environ 70 millions de barils de pétrole. Une fois en mars 2022, on était sur 63 millions de barils de pétrole. Et une décision nouvelle a été prise en avril, consistant à dire, sur 6 mois à partir d'avril, on va prélever sur les stocks stratégiques des pays occidentaux, occidental au sens géopolitique du terme, ça inclut le Japon, la Corée du Sud. C'est pas occidental au sens purement géographique. Donc, à partir d'avril, pour 6 mois, ces pays occidentaux vont prélever sur leurs stocks 240 millions de barils de pétrole. Ce que l'on n'a jamais vu depuis qu'existent des stocks stratégiques. Donc 3 fois depuis l'automne. Alors évidemment, on ne règle pas un problème uniquement avec des stocks stratégiques. Prélever du pétrole et des produits pétroliers dans ces stocks stratégiques, c'est un moyen d'attendre que d'autres solutions montent en puissance. Celle d'une augmentation de la production mondiale et ou d'une maîtrise ou d'une diminution de la consommation. Et là, nous revenons à certains des pays que nous avons évoqués. Mais il ne faut pas oublier donc dans l'équation l'utilisation pour la 3e fois depuis novembre des stocks stratégiques de pétrole et de produits pétroliers occidentaux à une échelle qu'on n'a jamais vue dans l'histoire depuis que les stocks pétroliers existent. Très bien. Professeur Amin Bennouna, donc, est-ce que tout à l'heure, vous parliez de transition écologique par rapport à la politique Biden. Cette transition écologique est-elle compromise aujourd'hui au niveau international? Mais ce serait bien qu'on fasse aussi la transition vers le Maroc et de parler aussi de stocks stratégiques pour nous au pays. Mais d'abord, parlons de cette transition écologique. Est-elle réellement compromise compte tenu de la réorientation de l'utilisation des ressources d'énergie un peu partout dans le monde? Compromise, non, parce que, comment dire, j'allais dire, c'est pas l'horloge biologique, mais l'horloge planétaire, elle est là, et le problème du réchauffement climatique, il est là. Ce sont les termes, et les termes qui ne sont pas les mêmes. On a une crise à résoudre aujourd'hui pour lesquelles les solutions se chiffrent en semaines et en mois, et il faudra de toute façon revenir à des choses sur le long terme, c'est-à-dire la transition énergétique. Nous sommes obligés d'y aller, sinon la planète entière va en pâtir. Voilà. Et plus certains que d'autres, avec un tas d'impacts qui serait trop long de dire ici. Par contre, dès qu'on parle de stock ici au Maroc, la ministre a évoqué récemment, Madame la ministre a parlé récemment des stocks catastrophiques. Non, ils sont Est-ce que selon vous, ils sont catastrophiques? Est-ce qu'il faut s'inquiéter de l'état de nos stocks? Juste rappeler les chiffres évoqués par Madame la ministre que vous venez de citer. Le gasoil, on est à peu près à quelques 437 000 tonnes, soit quelques 26 jours. 23, peut-être que pour le grand public, il vaut mieux parler en jours, parce que les millions de tonnes, j'y venais justement. Voilà. Mais pour le grand public aussi, est-ce que 26 jours, on doit s'inquiéter pour l'expert que vous êtes? 25 jours pour le gasoil, 40 pour le super, 15 jours pour l'aviation, mais est-ce que c'est inquiétant pour le fioul. Alors, inquiétant, non, parce que d'habitude, parce que les Marocains sont en train de découvrir que nous ne respectons pas la loi. Parce que la loi dit que que les distributeurs de pétrole doivent maintenir les stocks à 60 jours. Bon, mais cette loi n'a jamais été appliquée. Enfin, depuis qu'elle a... Depuis qu'elle existe, en fait, les stocks ont toujours été autour de 30 jours. Alors, en fait, si vous permettez, je dois faire une petite explication. Alors, en moyenne, nous avons pratiquement, on va dire, une capacité de stockage de 50 jours. Voilà, pour tous les combustibles liquides. Nous avons une capacité de stockage de 50 jours et nous ne pouvons donc pas respecter cette loi de 60 jours.
Bon, à qui la faute, c'est trop long d'en parler ici, mais on va dire à tous les gouvernements respectifs, parce que nous avons toujours voté des lois et nous nous sommes rarement inquiétés de comment les mettre en œuvre et comment surtout comment pénaliser la non mise en œuvre de loi. Mais enfin bon, la réalité, elle est là aujourd'hui. Donc ces vingtaines de jours que nous avons ne sont pas inquiétants parce que d'habitude, nous sommes toujours autour de 30 jours. Il n'empêche que ce stock a baissé. En gros, c'est parce que on ne sait pas quels étaient les moteurs, on va dire, des distributeurs de pétrole. Soit ils ont vidé les stocks, entre guillemets, bon marché, qui étaient dans nos réservoirs, dans nos réservoirs, afin de ne pas avoir à trop augmenter le prix à la pompe, ou bien, est-ce au contraire, on a vidé les stocks pour profiter d'une aubaine de prix élevés et d'augmenter ses marges. Ça, c'est quelque chose que je ne sais pas. J'aimerais bien savoir quelle était l'incidence de tout ça. Mais de toute façon, à la fin de l'année, on le saura. Bien. Mais ce qui est certain, c'est que on entend beaucoup de gens qui protestent entre les décalages entre les prix à la pompe et la réalité sur le marché. Eh bien, c'est tout à fait normal parce que nos distributeurs s'approvisionnent en gros à 80% par contrat et complètent 20% sur le marché spot, c'est-à-dire que 80% ce sont des achats, ce sont des contrats d'achat sur quelques mois, sur 6 mois, sur 7 mois, sur 1 an. Qui garantissent donc une rentrée régulière et donc des prix réguliers pour les deux parties, tant pour l'acheteur que pour le vendeur. Et le reste est acheté sur le marché spot. Si bien que, en fait, nos réservoirs, c'est-à-dire nos 50 jours de stock, pourraient être remplis à 80 jours, à 80% d'achat sur contrat. Ce qui n'a jamais été le cas puisqu'on n'a jamais dépassé 30 jours. Mais il n'empêche qu'il y a, c'est comme un peu dans la physique des oscillateurs harmoniques, j'aime bien cette comparaison. En fait, ce qui se passe à cause de ces réservoirs, c'est-à-dire l'achat sous contrat en est un et le stockage en est un autre, on a en fait un décalage dans le temps de l'augmentation ou de la baisse des prix et une casse de l'amplitude donc des mouvements des prix. Voilà. À cause de cela, en fait, on aura toujours un décalage et même quand ça va baisser, les gens vont dire « Ah, ça baisse, mais ça baisse pas encore chez nous » et c'est normal parce qu'on aura dans nos réservoirs du pétrole, on n'aura pas de pétrole, mais on a des combustibles raffinés. Mais elle peut baisser autrement. Par exemple, je vais prendre l'exemple en France du groupe Total Energy, donc on ne peut pas le citer parce que c'est le principal concerné. Une ristourne de 10 centimes le litre, 10 centimes d'euros, hein, pas de dirhams, et ce jusqu'au 15 mai. Donc ça a été annoncé en avril jusqu'au 15 mai, quelle que soit la fluctuation du cours du baril. Et c'est bien sûr, ça s'est élargi, ça a commencé par quelques régions, maintenant ça s'est élargi à l'ensemble du territoire français, sans oublier bien sûr la réduction de 15 centimes qui est imposée qui est appliquée par l'État français. Pourquoi ne pas envisager quelque chose comme ça chez nous ? Mais d'accord, Total, ils sont producteurs et distributeurs, mais ils réduisent quand même leur marge, qui va se voir sur le chiffre d'affaires de une centaine de millions d'euros. Pas nécessairement. Ils ne réduisent pas nécessairement leur marge. Ils sont en train de... Ils ont annoncé. Oui, mais je ne doute pas qu'ils vont le faire. Ce n'est pas la question. Oui. Mais s'ils ont des stocks qui sont qui remontent à une période qui ont été achetés sur le marché spot et qui remontent à une période où le pétrole était relativement bas, je dis relativement bas, c'est-à-dire il y a environ 4 mois, quand vous avez des stocks qui sont importants comme ça, vous pouvez faire des ristournes, mais les ristournes se calculent toujours par rapport à un prix de vente. Or, le prix de vente aujourd'hui est très élevé. Vous pouvez dire que au lieu de le vendre à 2,20 €, vous allez le vendre à 2,10 €. En sachant très bien que les stocks remontent à quelques vingtaines de semaines. Très bien. Et donc
Ça, c'est possible. Oui. Ce n'est pas, je crois pas que Total le fasse pour les beaux yeux du consommateur, mais parce qu'elle peut le faire. Très bien. Je voudrais juste faire réagir peut-être. Son image. D'accord. Je fais réagir sur ce même point, Francis Perrin, peut-être, sur cette question des groupes pétroliers et notamment de cette question qui pose aujourd'hui beaucoup d'autres sous-questions, si je peux me permettre l'expression, sur les marges. Les groupes pétroliers, vous l'avez rappelé, pétroliers et gaziers, pétro-gaziers, ont eu une excellente année 2021, du fait principalement de la forte augmentation, bien avant donc la guerre en Ukraine, des prix du pétrole et du gaz naturel sur les marchés mondiaux. Et lorsque l'on aura, c'est-à-dire dans les semaines qui viennent, leurs résultats pour le premier trimestre 2022, les résultats seront également très bons, mais il faut encore attendre quelques jours. Cela dit, ces bénéfices très importants de ces groupes pétroliers et gaziers internationaux ne viennent pas principalement de la vente de carburant. Ils viennent principalement de la production et de la vente de pétrole et de gaz. Pétrole et gaz produits dans des pays, évidemment, où il y a du pétrole et du gaz. Cela peut être, dans le cas de Total Energy, l'Afrique du Nord, l'Afrique subsaharienne, un petit peu l'Europe avec la mer du Nord, la Russie, la région de la mer Caspienne, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Moyen-Orient, etc. Donc l'essentiel des bénéfices de ces compagnies ne viennent pas de marge de distribution, viennent de bénéfices liés à la production de pétrole et de gaz dans des pays qui sont des producteurs, souvent des producteurs importants, et ensuite la vente sur le marché mondial de leur production de pétrole et de gaz naturel. Alors, même avec des bénéfices aussi importants, certains d'entre eux, vous citiez Total Energy, s'est dit, il serait bien de faire un geste par rapport à la question des prix des carburants en France. Et vous savez que les prix des carburants en France comme au Maroc, comme dans d'autres pays, ce sont des prix extrêmement sensibles, socialement, économiquement et politiquement. Mais le problème principal mondial, celui des marges de distribution, le problème, c'est celui que nous avons évoqué qui estime qu'il va y avoir demain une pénurie pétrolière qui n'existe pas aujourd'hui. Et sur la base de ces craintes, les prix du pétrole continuent à monter, alors que ce n'est pas complètement justifié au regard de la situation actuelle. Pour le reste, évidemment, il est important pour un pays de disposer de stocks pétroliers, parce que le pétrole, c'est stratégique. Personne dans le monde ne peut se passer du pétrole aujourd'hui et pendant encore un certain temps. Donc il vaut mieux avoir des stocks pétroliers importants que pas importants. Et dans un contexte aussi instable, en lien avec la guerre en Ukraine, cet élément-là est particulièrement important. Le problème, c'est quand on n'a pas des stocks importants, si on veut les augmenter, ça veut dire qu'il faut aller acheter sur le marché mondial du pétrole brut ou des produits raffinés, pour le Maroc des produits raffinés puisqu'il n'y a pas de raffinerie. Mais il faut acheter, évidemment, ces hydrocarbures à des prix très élevés, puisque partout aujourd'hui, les prix sont très élevés. Donc un coût, bien sûr, pour l'État extrêmement élevé. C'est évidemment le problème quand on se trouve dans une situation difficile qu'on n'a pas anticipée par des stocks plus importants avant. Rappelons que pour les pays membres de l'AIE, qui sont des pays développés, donc il ne s'agit pas de faire du copier-coller, mais c'est pour donner une idée. Tous les pays membres de l'AIE, une trentaine, sont obligés d'avoir des stocks pétroliers représentant au moins 3 mois de leurs importations pétrolières. 3 mois d'importation, pour un pays qui ne produit pas de pétrole, ça veut dire 3 mois de consommation. Donc 90 jours au moins, c'est le minimum. Très bien. Bon, on ne peut pas parler de stock et de cette question de stockage sans évoquer la Samir. Aujourd'hui, inévitablement, il faut vraiment penser à une solution sérieuse à cette problématique de la Samir, avant même de parler de souveraineté, de sécurité énergétique aujourd'hui, pour le cas du Maroc. Oui, je partage entièrement votre point de vue. Je voudrais juste resituer les éléments du débat. Aujourd'hui, nous avons un État
qui a décidé qu'il fallait 2 mois au moins de stock et qui ne s'est jamais soucié de contrôler ça, jusqu'au moment où on arrive face à la catastrophe géopolitique. D'abord, ça c'est un point qu'il faut régler. Il faut demander des comptes et le Parlement doit demander des comptes. Parce que ce n'est pas normal. On apprend de la part du professeur que c'est à 3 mois dans beaucoup de pays et chez nous, nous sommes à 26 jours. Pourquoi nous en sommes arrivés là? Donc ça, c'est un point sur lequel l'État peut agir. Maintenant, quand on revient à votre réflexion tout à l'heure... Est-ce que ce n'est pas lié à ça aussi? Lié à quoi? Lié à la Samir, justement. Peu importe. Une loi doit être appliquée. Et puisqu'à partir du moment où je donne à un opérateur l'agrément virtuel d'exercer sur un territoire, il faut qu'il respecte un certain nombre d'exigences. Et l'État doit s'assurer que ces exigences sont respectées. Deuxième élément, quand on prend le prix de vente, on parle beaucoup de marge. Alors dans les marges, il faut expliquer aux téléspectateurs. Il y a la marge de l'État, du grossiste d'abord, et la marge de la station-service. Les marges des grossistes sont libres depuis la libéralisation de 2015. Et les marges des détaillants, nous parlons de 0,35 à 0,40 dirhams le litre. Maintenant, entre le prix de vente, entre le prix du pétrole au niveau mondial et le prix à la pompe, vous avez effectivement le prix d'achat, vous avez ces 2 niveaux de marge, mais vous avez une batterie de taxes. Ça, en fait, j'ai parlé des marges de l'État, c'est surtout les impôts. Voilà, alors ces taxes doivent aujourd'hui faire l'objet d'une révision, au moins pour soulager légèrement le pouvoir d'achat du consommateur. Aujourd'hui, il faut que l'État, même si nous sommes sous contrainte budgétaire par ailleurs, mais si la situation arrive à dépasser les 15-16 dirhams à la pompe, il faut que l'État intervienne, notamment en réduisant la batterie de taxes qu'elle impose sur ces prix. Maintenant, pour revenir au cas de la Samir, effectivement, c'est un cas qu'il faut gérer. Il faut gérer avec beaucoup de sagesse. Pourquoi nous en sommes arrivés là? C'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, nous avons une privatisation qui s'est déroulée dans des conditions catastrophiques et qui nous a conduit à la situation d'aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'assurer la sécurité à des prix tellement élevés pour la communauté qu'on aurait pu trouver ailleurs moins cher et beaucoup plus efficace. C'est ça l'équation aujourd'hui. Or, le Maroc aujourd'hui s'ouvre sur le marché international. Nous avons, selon Madame la Ministre, nous avons lancé les appels d'offres. Nous connaîtrons les résultats dans quelques jours. Beaucoup de pays ont manifesté l'intérêt pour vendre au Maroc. Donc, pour atteindre les 1,8 millions de tonnes d'ici 2023. Voilà. Ce qui a été annoncé par la ministre. Donc aujourd'hui, l'idée est la suivante. Est-ce que je sauvegarde une entité industrielle, vaille que vaille, avec tous les coûts qu'elle a générés, nous parlons quand même de plusieurs dizaines de milliards de dollars, de dirhams de dette, auprès de la douane, auprès des banques, auprès de beaucoup d'opérateurs. Si c'est ça le prix de son maintien, dans des conditions catastrophiques d'un point de vue économique, non, je préfère me tourner vers d'autres solutions. Ok. La sécurité est importante, mais pas à n'importe quel prix. Sinon, c'est la porte ouverte à tous les gaspillages. Donc vous préconisez plus un investissement, un nouvel investissement dans ce sens? Je préconise que si on doit ouvrir le dossier de la Samir, il faut qu'on l'ouvre dans sa globalité. Du raffinage de pétrole, sans globalement évoquer. Vous avez raison, oui. Sans parler de la Samir, dans sa globalité. Quelles sont les expériences passées? D'abord, quels sont les avantages et quels sont les inconvénients? Et si on raffinait, est-ce que le coût va être moins cher? C'est ce que je disais. Finalement. C'est ce que je disais. Si les conditions du marché sont favorables ailleurs, je ne vais pas payer la sécurité plus cher qu'il ne le faut. Parce qu'in fine, c'est le contribuable marocain et puis le consommateur à la pompe qui paye le différentiel. J'ai parlé de beaucoup de dizaines de milliards de dettes. Qui c'est qui va payer ça? Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de voix qui s'élèvent pour ouvrir le dossier de la raffinerie, sans parler de la Samir en particulier, mais à condition que ce soit dans des conditions économiques raisonnables. Sinon, dans 5, 6, 10 ans, on va revivre le même chapitre. Très bien. Bon, alors, une dernière question par rapport au gaz butane aussi. Donc aujourd'hui, selon Madame la Ministre, la bonbonne de gaz de 12 kilos est subventionnée à hauteur de 116 dirhams. Mais dans ces 116 dirhams, donc elle devrait coûter 156 dirhams. Ces 156 dirhams, est-ce qu'ils incluent les taxes, les impôts? Naturellement. Donc en fait, les 116 dirhams, l'un dans l'autre, c'est un peu ce que l'État récupère aussi. Voilà, exactement. Il y a une partie sous forme de taxes, et heureusement d'ailleurs. Maintenant, le vrai sujet, c'est à qui profite cette subvention? Je vous donne un exemple très simple. Avant la réforme de la caisse de compensation entreprise par le gouvernement Ben Kiran, on prenait tout l'argent de l'État
on le mettait dans un gros sac qu'on appelait la compensation, une forme de subvention, dans lequel tout le monde piochait. Que vous ayez une Range Rover qui consomme du 20 litres au 100 ou une mobilette qui consomme 20 dirhams par jour, c'était les plus riches qui en profitaient. Ben, la même chose pour le gaz butane. Ce n'est pas le ménage qui consomme le gros. Vous avez des fermes agricoles, vous avez des restaurants, vous avez des gens qui utilisent ce gaz butane. Et c'est eux qui bénéficient d'abord de cette subvention. Très bien. Un dernier tour de table. Je voudrais juste revenir sur cette transition énergétique avec vous. Professeur Amin Bennouna, il y a eu un retard qui a été enregistré donc en 2020. Est-ce que ce retard a été rattrapé par rapport à cette stratégie qui a été lancée en 2009 ? Le retard n'est pas qu'en 2020. On traîne un retard avec nous depuis le début. Les chiffres annoncés, on joue en permanence sur des phrases qui sont incomplètes et qui laissent croire les journalistes qu'on n'est pas trop loin, etc. Mais en réalité, nous n'y sommes pas. Bien. On a annoncé du 42%, on était autour de 30% en 2020, de dépendance aux énergies renouvelables. Ce sont les chiffres officiels. Non, pas aux énergies, à la puissance installée. C'est pas la même chose. S'il vous plaît, le problème ne relève pas du grand public à qui si on ne l'éclaire pas sur ces nuances-là. Mais faites donc, c'est pour cela que nous vous avons invité, c'est pour nous éclairer. Bien. Avec le jeu de mots qui va avec. Bien. Alors, je rappelle que nos objectifs étaient de 42% de la puissance installée pour produire de l'électricité en énergie renouvelable, c'est-à-dire solaire, éolien et hydraulique conventionnelle. Nous n'étions encore qu'à 32 ou 33% au lieu de 42% sur les capacités installées. Maintenant, l'énergie effectivement produite par les renouvelables dans le total de l'électricité, il n'est que de 20%. C'est pour ça qu'il ne faut pas parler, quand on parle de 42%, il ne faut pas parler d'énergie, parce que si c'est l'énergie, nous ne produisons que 20% de notre électricité avec des renouvelables. Ça, c'est la réalité. Voilà. Bien, donc, aujourd'hui, il est clair que l'électricité produite au Maroc, elle est en train de devenir de plus en plus polluante, puisque on a déjà dû remplacer le gaz par du pétrole ou du charbon, le gaz algérien par l'électricité produite à partir de gaz et de pétrole, pas à partir de pétrole et de charbon. Malheureusement, ça, on y reviendra après lorsque ce problème sera résolu, mais il va falloir relever les manches. Et puis, on agit tout le temps au niveau de l'offre, ce n'est pas suffisant. On se réveille maintenant, on a décidé qu'il fallait peut-être relancer le programme d'éclairage économique et de redistribuer des lampes à LED, etc. etc. Mais que faisait-on hier et avant-hier? Pourquoi les lampes à LED, elles viennent d'apparaître? Non, elles sont là depuis quelque temps. Alors, ce n'est pas la première fois que Mais on a justement l'agence pour l'efficacité énergétique est censée justement gérer parce que quand on parle de transition énergétique, il s'agit aussi d'efficacité énergétique. Et quand il s'agit d'efficacité énergétique, il s'agit de baisse de la consommation. Alors si on ne baisse pas la consommation, comment parler de... Mais on a une agence qui s'occupe de cela. Exact, mais l'agence le dit. Mais ceux qui doivent le mettre en œuvre, ce sont ceux qui sont sur le terrain. Et ceux qui sont sur le terrain pour l'électricité, tout au moins, ce sont les distributeurs d'électricité, dont le plus grand se trouve être l'ONE. Oui. Alors l'ONE a décidé maintenant de relancer quelque chose qu'elle a déjà fait il y a quelques années, avec des lampes fluo compactes, de relancer encore une distribution de lampes, cette fois-ci de lampes à LED, pour baisser la consommation d'électricité. Mais où est-il hier? Il n'y a pas que ça. Il y a aussi quelques 2 ou 3% d'électricité qui s'en va dans ce qu'on appelle les pertes non techniques. Moi, j'aimerais qu'on nous dise qu'est-ce que c'est que ces pertes non techniques. Alors, le directeur de l'ONE, le directeur général, a parlé l'autre jour. Il a dit que nous avons récupéré 93 000 fraudes qui représentent je ne sais pas combien de millions de dirhams. Mais combien de millions de dirhams? Mais peut-être depuis 2013, a-t-il dit.
Mais c'est-à-dire sur 9 ans. Mais la réalité, c'est que la fraude est de l'ordre de quelques centaines de millions de dirhams par an, et non pas sur la totalité. Alors c'est très bien qu'on commence à s'en occuper, mais je veux dire, tout ça, ça traîne un petit peu en longueur. Je ne parle pas des pertes techniques, elles sont légitimes, elles sont normales. Plus le réseau va loin, nous sommes très contents d'avoir donné de l'électricité à tous les Marocains. Tout le monde a accès à l'électricité, à défaut d'avoir les moyens de pouvoir se la payer, mais au moins tout le monde a l'électricité à 2 pas de chez lui. Nous en sommes très fiers, et donc ça va avec ça des pertes, et c'est normal que plus on allonge et plus on perd. Bon, mais ça, c'est pas de ces pertes-là dont je parle, ce sont de ces pertes non techniques qui sont en fait c'est un peu comme de la poussière dont on a honte et qu'on met sous le tapis et qu'on cache en attendant que les invités s'en aillent. Voilà. Et les invités, ils s'en vont pas, ils sont toujours là et il va falloir sortir tout ça de sous les tapis. Donc, vite fait, justement, pour finir sur cette question de transition énergétique, sur son rôle par rapport à la souveraineté énergétique de notre pays, est-ce que déjà on peut parler de souveraineté énergétique et d'aspirer à une souveraineté énergétique alors qu'on n'évoque pas la question tout simplement de fabrication, de production des intrants qui servent à produire de l'électricité verte? Ma question est à vous trois. Professeur Benonna, allez-y. Écoutez, il y a déjà un levier que les gouvernements successifs ne se sont pas décidés à actionner, c'est la production de l'autoconsommation. L'autoconsommation aujourd'hui, alors on a le droit d'injecter de l'électricité sur le réseau, les gens ne le savent pas, ne savent pas qu'on a le droit. Le problème, c'est que quand on injecte de l'électricité sur le réseau, on n'est pas rémunéré pour ça, on le fait à perte. Sachant qu'il y a un investissement, parce qu'on le fait à perte, parce qu'il y a l'investissement pour acheter les batteries qui coûtent quand même relativement cher. Non, on ne parle pas de batterie, là on parle surtout de production au fil du soleil, c'est-à-dire de produire. Non, mais si on la produit, on la stocke où ? Ah, on la stocke pas, aujourd'hui, on la donne au réseau et le réseau et nos distributeurs la revendent sur nos voisins sans l'avoir payé. Voilà quelle est la réalité aujourd'hui. Si je produis 2 kilowatts dans ma maison ou dans mon usine et que je ne consomme qu'un seul kilowatt, le kilowatt, s'il va sur le réseau pendant 1 heure, il est absorbé par mes voisins et mon distributeur d'électricité aura profité d'électricité complètement gratuite sans l'avoir payée. Voilà. Très bien. Donc, c'est une situation de rente qui profite tout à fait aux distributeurs et je comprends tout à fait qu'ils soient réticents à renoncer à tous ces gigawattheures qui sont lancés par des privés complètement gratuitement sur le réseau. Oui, bon, on attendait déjà la loi sur l'autoproduction. Maintenant qu'elle a été votée et appliquée, il faut peut-être un peu quelques fine-tuning. Elle n'a pas encore été votée, madame. Je dois vous corriger. Elle n'a pas encore été votée. Hein. Elle n'a pas encore été votée par le gouvernement. Elle a été approuvée par le gouvernement. Absolument. Mais n'a jamais été votée. Et j'espère que cette loi-là ne sera pas votée en l'état. J'espère bien qu'elle sera amendée parce qu'elle contient en elle-même, c'est en fait une loi assassine de l'autoproduction qui existe aujourd'hui. Très bien. Un mot, Nabila Adil, pour finir. Écoutez, tout dépend de comment on considère l'énergie. Est-ce que c'est un secteur marchand ou un service public ? Alors si c'est un secteur marchand, il faut qu'on le fasse dans des conditions économiques saines, de rentabilité et de qualité. Maintenant, si c'est un service public, on peut supporter des pertes sur plusieurs années, financées par l'impôt des Marocains, le temps qu'on stabilise ce secteur. Alors aujourd'hui, le problème que nous avons, c'est que nous n'arrivons pas à dégager une doctrine. Il y a un peu de tout. Tout est mélangé. Nous avons un office qui coûte beaucoup d'argent et qui est endetté jusqu'au cou. Nous avons une partie qui est marchande, une distribution qui est marchande, une production qui est considérée comme un service public parce qu'on doit étendre l'électrification à tous les Marocains. Donc aujourd'hui, il faut d'abord clarifier tous ces éléments. Une fois qu'on les aura clarifiés, ce qui relève du service public, là, on peut supporter quelques années. On peut parler de souveraineté, on peut parler de sécurité, mais on ne peut pas parler de souveraineté quand c'est un secteur marchand. Un secteur marchand ne parle pas de souveraineté ou de sécurité. Il parle de rentabilité, d'efficacité et de qualité. Or, quand on mélange tous les genres, on ne sait pas comment démêler tout ça. Et c'est la raison pour laquelle nous nous trouvons avec beaucoup de questionnements. Est-ce que
à qui incombe la responsabilité d'atteindre les 42%? Est-ce que c'est à l'État, aux opérateurs privés, aux producteurs, aux distributeurs? Et donc ça se dilue dans un grand sac où chacun apporte sa mauvaise contribution malheureusement, et on n'arrive pas à voir le bout du tunnel. Un dernier mot, Francis Perrin, chercheur associé au Policy Center for the New South, sur cette question justement de souveraineté énergétique. Très volontiers, c'est un sujet majeur. Pour des pays massivement importateurs d'énergie, la souveraineté énergétique, cela peut être un objectif à long terme, mais évidemment pas certainement un objectif à court moyen terme, mais une réalité aujourd'hui et demain, il faut le rappeler. Comme cela a été dit juste avant moi, de façon très juste, les questions énergétiques, on a un mélange d'économie et de géopolitique. On ne peut pas dire l'économie, ça n'a aucune importance. Et donc, je vais payer l'énergie à n'importe quel prix. Personne ne peut dire ça. En même temps, on ne peut pas dire non plus, je vais faire seulement ce qui est rentable en zappant la géopolitique mondiale. Et pour ceux qui voulaient la zapper, la guerre en Ukraine renvoie brutalement en plein visage de nombreux pays dépendants du pétrole et du gaz en particulier, et aussi d'ailleurs de la production alimentaire, céréales, etc., pas seulement les dimensions énergétiques, cette réalité géopolitique. Donc la difficulté pour des États, c'est comment j'articule ces deux dimensions indissociables des réalités énergétiques, la prise en compte de contraintes économiques et la prise en compte de contraintes géopolitiques. Comment est-ce que je fais cette articulation à court terme, à moyen terme, à long terme? Autre élément, vous avez parlé à juste titre d'efficacité énergétique. C'est un élément capital, à mes yeux, pour tous les pays du monde. Tous les pays du monde, quels qu'ils soient producteurs ou importateurs de pétrole, de gaz, etc., devraient mettre cet élément en priorité dans leur politique énergétique, car dans tous les pays du monde, on peut faire des efforts pour augmenter son efficacité énergétique. Ça veut dire que les solutions aux problèmes énergétiques, c'est souvent, bien sûr, augmenter la production, augmenter les importations, nous en avons parlé, mais c'est aussi utiliser le plus efficacement possible l'énergie que nous avons pour une production supérieure. Et quatrième et dernier point, la transition. Nous disons souvent en français qu'un verre, on peut le voir comme à moitié plein ou à moitié vide. Et c'est le même verre. C'est deux façons de le regarder. Alors par rapport à notre sujet, nous avons en 2022 des pays importateurs et consommateurs de pétrole et de gaz qui ont une obsession, trouver plus de pétrole et de gaz à travers le monde entier face à la guerre en Ukraine, à la situation de la Russie, aux sanctions contre la Russie. Donc on peut se dire, c'est mal parti pour la transition énergétique puisque tout le monde pense plus de pétrole, plus de gaz qui sont des énergies fossiles, donc qui émettent du CO2, gaz carbonique ou dioxyde de carbone. En même temps, quand on regarde les priorités européennes, Union européenne, on dit on va chercher du pétrole et du gaz ailleurs. C'est ce que je viens d'évoquer. Deuxièmement, on va chercher à remplacer le gaz dans certains usages par d'autres énergies, notamment l'électricité produite par des centrales solaires ou des parcs éoliens. Parce que si on consomme moins de gaz, on aura moins besoin d'en importer de Russie, ce qui est parfaitement logique. Donc, quelque part, on retrouve la nécessité de la transition énergétique, même par rapport à la situation d'urgence découlant de la guerre en Ukraine. Merci beaucoup, professeur Perrin. Merci, Nabil Adel. Merci, professeur Bennouna. Merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Voilà, c'est la fin de Questions d'Actu. Très, très bonne soirée à tous.